Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la merde avec Céline. Pour partir dans le sillage d'un bardamu qui court la planète, de l'Europe à l'Afrique, de l'Afrique à l'Amérique, pourquoi ne pas prendre pour fil d'Ariane une odeur, en l'occurrence celle de la merde, comme le narrateur lui-même nous y invite? Et ce, dès l'ouverture du roman. Ce qui guide encore le mieux, c'est l'odeur de la merde. Car Céline, s'il donne à voir au lecteur, lui donne tout autant à sentir, et son premier roman Voyage au bout de la nuit est semé d'odeurs. Sur le théâtre nocturne de la guerre, les soldats régressent au stade animal, privilégiant alors l'odorat. On cédait des odeurs pour retrouver la ferme de l'escouade, redevenue chien dans la nuit de guerre des villages abandonnés. Freud et la psychanalyse nous avaient montré comment l'humanité a progressé de l'odeur à la vue. Céline, lui, nous montrera comment cette même humanité régresse parfois de la vue à l'odeur. Les hommes en guerre, redevenus chiens de guerre, mêlent leur odeur à celle des animaux, et Bardamu la sienne à celle de son cheval blessé. Dans les granges, à cause de l'odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort qu'on en restait suffoqué. Rendu à la vie civile et devenu médecin, il s'installe en banlieue. J'ai été m'accrocher en banlieue, mon genre, à la Garenne-Rancy, là dès qu'on sort de Paris. Vivre en banlieue, c'est prendre le métro pour rejoindre son lieu de travail. Un métro qui transporte indistinctement les hommes et leurs odeurs. Comprimés comme des ordures qu'on est dans la caisse en fer, on traverse tout Rancy et on odore ferme en même temps. Car c'est par les odeurs qu'ils dégagent que s'appréhendent les êtres et les lieux. À chaque homme, à chaque famille, son odeur, son ADN olfactif en quelque sorte. Prenons la famille en rouille. Quand Bardamu se rend chez eux pour la première fois, avant même de les saisir par la vue, il les saisit par le nez. En entrant, ça sentait chez les Enrouilles, en plus de la fumée, les cabinets et le ragoût. À la manière de ceux qu'en parfumerie on appelle des nez, capables de décomposer un parfum en ses éléments premiers, Bardamu, chimiste du Remugle, décompose l'odeur des Enrouilles. Un mixte qui se rattache au lieu d'aisance, à la cheminée et à la cuisine, une odeur répandue dans toute la maison et qui ne se cantonne pas à une seule pièce. Cette odeur sui generis sert de carte de visite aux Enrouilles. Et chez Céline, l'odeur de la merde, on peut l'évaluer, Bardamu la quantifiant comme s'il disposait d'une échelle Richter de la puanteur, force 1, force 2, etc. Pour les sons, il y a les décibels. Pour la merde, pourquoi pas les décibrins? Et Bardamu d'utiliser dans ses évaluations une méthode qui a fait ses preuves, la méthode comparative. L'été aussi tout sentait fort. Il n'y avait plus d'air dans la cour, rien que des odeurs. C'est celle du chou-fleur qui l'emporte et facilement sur toutes les autres. Un chou-fleur vaut 10 cabinets, même s'il déborde. La présence de la merde accompagne le héros célinien de l'enfance à l'âge adulte. J'ai eu de la merde au cul jusqu'au régiment, avoue Ferdinand dans Mort à crédit. Car la frontière entre l'enfance et l'âge adulte passe par là, en avoir ou pas. Une odeur dont il est imprégné au point d'en prendre conscience. J'avais toujours le derrière sale, je ne m'essuyais pas. Je gardais la crotte au cul des semaines. Je me rendais compte de l'odeur, je m'écartais un peu des gens. Et si son père augure mal de son avenir, c'est toujours à cause de la merde. Il est sale comme 36 cochons. Il n'a aucun respect de lui-même. Il ne gagnera jamais sa vie. Tous ses patrons le renverront. Il me voyait l'avenir à la merde. Il pue? Il retombera à notre charge. Bref, pour Ferdinand, l'avenir est bouché. Comme le sont les cabinets des locataires de grand-mère Caroline. Leur tinette strictement bouchée, elle débordait jusqu'à la rue. C'est ainsi que la merde accompagne de sa présence les grands moments de l'existence, les rites de passage. Ferdinand, dans son désir d'émancipation, passe le certificat d'études, porte ouverte sur la vie active. Moment de stress. J'avais pissé dans ma culotte et recaqué énormément. Mais ma mère a bien senti l'odeur. Les résultats sont proclamés, il est reçu. Moment de joie, de fierté quand le père retrouve le fils. Il m'a accueilli à bras ouverts. Ça c'est bien mon petit. Mais la merde va rapidement briser leur tendre complicité. Je l'ai embrassé de bon cœur. Seulement j'empestais si fort qu'il s'est mis à renifler. Ah! Comment? Qu'il m'a repoussé. Ah! Le cochon, le petit sagouin. Mais il est tout rempli de merde.
Une merde qui bouche les cabinets, qui bouche l'avenir du jeune Ferdinand et qui bouche le champ de conscience d'Auguste, son père, obsédé par les étrons qui s'accumulent, toujours plus nombreux devant leur porte. C'est pas les étrons qui manquaient sur notre dallage et devant notre porte. L'étron, c'est l'objet dans son sens étymologique, objet, ce qui est, devant jeter une sorte de Dasein sélinien, un être là, anonyme, bref, un étron. Cet envahissement des étrons se hausse au niveau du mythe, Auguste se transformant en une sorte de Sisyphe parisien, le Sisyphe du Colombin, qui roulerait non pas son rocher, mais ramasserait des étrons toujours plus nombreux. La merde, toujours recommencer. Des étrons, il en venait toujours davantage et bien plus devant chez nous qu'ailleurs, en large comme en long. Que faire d'autre alors, sinon les enlever? Chose impossible. Il sortait avec son seau, son balai, sa toile et en plus la petite truelle qui servait pour les étrons, à glisser dessous, les faire sauter dans la sûre. La Méon, de sa fenêtre au premier, elle se fendait la gueule à regarder mon père se débattre dans les colombins. Les voisins, ils accouraient pour compter les crottes. On faisait des paris, qu'il pourrait pas enlever tout. Ainsi Auguste confronté à un tel problème, n'est qu'un amateur qui s'épuise à la tâche. Et dans son impuissance à faire disparaître tous ces étrons qui prolifèrent, il n'est pas loin de se porter à quelque extrémité. Il prenait son pétard en main, il faisait tourner le barillet, on entendait les clucs, clucs. Il s'entraînait qu'on aurait dit. Car face à cet envahissement fécal, ce sont des personnes mentalement équilibrées, des professionnels de la merde qui s'imposent pour la prendre à bras le corps. Comme la mère Cézanne dans Le Voyage. Céline a-t-il choisi ce patronyme par hasard? Ou bien savait-il que Cézanne, à Manet qui lui demandait ce qu'il exposerait au salon des refusés, avait répondu « Un pot de merde ». Que ce même Cézanne avait été l'auteur d'un tableau scandaleux pour l'époque, représentant un homme en ballon se soulageant en plein ciel? Henri Perruchot, La vie de Cézanne. Dans Mort à crédit, c'est grand-mère Caroline, armée d'un jonc qui s'y colle, tel Hercule nettoyant les écuries d'Augias. Grand-mère retroussait haut ses jupes avec des épingles de nourrice, elle se mettait en camisole. Et puis débutait la manœuvre. Il nous fallait beaucoup d'eau chaude. Alors, à un moment donné, Caroline trifouillait le tréfonds de la tinette. Elle enfonçait résolument. Le jonc aurait pas suffi. Elle s'y replongeait à deux bras. Un débouchage qui s'apparente à un accouchement, avec son eau chaude, un accouchement difficile avec son jonc en guise de forceps. Et cette merde, on la trouve présente jusque dans l'expression des sentiments. L'amour par exemple. Vardamu, depuis sa fenêtre, écoute un couple de parents indignes. Après avoir fait l'amour, dans la cuisine et contre l'évier, la femme déclare à son homme. Ah! Je t'aime Julien tellement que je te boufferais ta merde, même si tu faisais des étrons grands comme ça. Amour et coprophagie. Bref, dans les deux premiers romans, la merde, on n'y échappe pas. Quand il y en a trop, on la rejette, quand il y en a pas, on la regrette. Un univers sans merde? Inimaginable. Dans le train, il y a eu encore toute une scène à cause de maman constipée. Il y a 8 jours que tu n'y vas pas. Tu n'iras donc jamais plus. Mais j'irai à la maison. C'était sa phobie à lui qu'elle aille pas régulièrement, ça le hantait. Les traversées ça constipe. Il pensait plus qu'à son caca. Mort à crédit. Comment expliquer alors la présence obsédante de cette merde? Céline, ne l'oublions pas, est un médecin qui, à ce titre, a une approche médicale du corps humain. L'homme à ses yeux sera toujours ce sac de tripes en fermentation, un enclos de tripes tièdes. Son imagination lui fait voir dans l'homme qui se nourrit une sorte de machine dont la fonction est de transformer les mets, même les plus raffinés, en de vulgaires étrons. Quand un chef d'État remplace un chef d'État, quand un général, quand un président de la République voit l'autre président de la République, on confectionne un menu et ce menu, on le publie dans les journaux. Le public regarde et dit « Ah ! Mais que voilà des crottes admirables. Je vois ça, une paupiette de veau, petit pois rissolé. Ah ! Quelle crotte, dialogue avec Marc-Henri Caillé Céline 2. Cette approche permet d'exploiter une veine réaliste qu'il dépasse aussitôt par son talent de visionnaire. Un peu à la façon d'un Rabelais, duquel on l'a rapproché pour l'invention verbale, qu'ils possèdent tous deux au plus haut point. L'imaginaire célinien s'ancre dans le réel le plus trivial, le plus réaliste,
comme pour mieux le transcender en sautant dans le visionnaire. Rabelais avait déjà fait la même chose. Que l'on songe au début du Gargantua, le déjeuner sur l'herbe où se consomme force tripe bascule dans le délire des biens ivres. Quelques chapitres plus loin, l'invention d'un torche-cul autorise le même délire scatologique cette fois. Même procédé chez Céline. Au cours de la traversée pour l'Angleterre, les passagers du bateau se vident les tripes et la scène bascule dans un fantastique réaliste. Caca ou vomi, les excrétions physiologiques, du bas ou du haut, mettent en branle l'imagination et déclenchent un déferlement verbal. Si dans le voyage est mort à crédit, les cabinets débordent, c'est qu'ils sont au service d'une imagination débordante, d'un terrible jaillissement verbal qui ira toujours plus loin avec ses autres livres. Avant Céline, le langage était enfermé dans son corset syntaxique, il était resserré, constipé, menacé d'une occlusion. Il l'a modelé sur le corps qui n'aime rien tant que se déballonner, lâcher ses gaz, vider sa tripe, de la diarrhée à la logorrhée. La merde, chez Céline, renvoie à une conception de l'homme, celle d'un être né de la merde, fait de merde et destiné à y retourner. Cette variante de l'avertissement biblique, « Car tu es glaise et tu retourneras dans la glaise », ici « Car tu es merde et tu retourneras dans la merde », nous la trouvons exprimée dans son pamphlet Mea culpa. La supériorité pratique des grandes religions chrétiennes, c'est qu'elles doraient pas la pilule. Elles saisissaient l'homme au berceau, et lui cassaient le morceau d'Autor. Elles le rencardaient sans embâge. « Toi petit putricule informe, tu seras jamais qu'une ordure. De naissance tu n'es que merde. » Et ce qu'ils reprochent aux soviets, c'est de croire que la révolution opérera un changement dans la nature de l'homme. Forts de cet optimisme, ils essayent de farcir l'étron, de le faire passer au caramel. Céline, lui, ne cherche pas à farcir l'étron. Pour lui, l'homme n'est pas susceptible d'être amélioré, aucune révolution ne le changera. Il n'y a rien à faire, l'homme, pas plus que la merde, ça ne se recycle pas. Céline n'est pas parmi nous. Il lui manque la révolution, constate lucide Paul Nizan à la lecture du Voyage au bout de la nuit. Effectivement, dès l'ouverture, aux toutes premières lignes, le monde célinien se place sous le signe de l'immobilité. Bardamu et son copain Arthur, assis à la terrasse d'un bistrot, contemplent la vaine agitation des hommes pour échapper à leurs conditions. Rien à faire, grand changement. Qu'ils racontent. Comment ça ? Rien n'est changé en vérité. Et encore, nous ne changeons pas. On est tous assis sur une grande galère. La galère, c'est la façon maritime d'être dans la merde et de ne pas pouvoir en sortir. Une merde qui acquiert chez notre auteur un statut ontologique. L'homme dans son essence, c'est de la merde. La merde est à Céline ce que la boue est à Bernanos. Avec une différence, chez le second la grâce permet d'en sortir mais pas chez le premier. La preuve que cet homme, fait de merde, est né pour y vivre, il y est heureux. Rien ne l'illustre mieux que le passage où Bardamu découvre à New York la caverne fécale, un souterrain où les citadins vont se vider les tripes en compagnie tumultueuse. C'est le mythe platonicien de la caverne, mais à l'envers. Ici les humains baignent dans une immanence heureuse, sans nostalgie d'un ailleurs, d'un arrière-monde platonicien où resplendiraient les idées. Dans la caverne célinienne, pas de mur où s'inscriraient des ombres, seulement des portes de cabinet où s'inscrivent les virgules que les occupants y ont dessinées. Pas de déréliction, pas de sentiment d'abandon, mais une atmosphère de liesse, de franche camaraderie dans cette formidable familiarité intestinale, dans la découverte du communisme joyeux du caca. Dans le voyage, la merde crée du lien social, comme disent nos sociologues. Rien de tel que des cabinets bouchés pour aller à la rencontre de l'autre. La concierge du 8, la mère Cézanne, arrivait alors avec son jonc trifouilleur. Je l'observais à s'escrimer. C'est comme ça que nous finîmes par avoir des conversations. Car les cabinets favorisent les échanges, réveillent le sens de l'entraide, abolissent les distances entre locataires et propriétaires. Les locataires, ils se rendaient compte, une fois qu'elle était parvenue, que ça se remettait à couler. Ils reconnaissaient l'effort. Ils voulaient pas demeurer en reste. Ils finissaient par nous aider. Ils offraient le coup. Grand-mère trinquait avec eux. Elle était pas rancunière. On se souhaitait la bonne année. La merde, rien de tel pour favoriser la convivialité. De fait, les lieux où s'épanouit l'homme, où il s'éclate, où il développe sa nature profonde, ne peuvent être que des lieux d'aisance, c'est là qu'il est à l'aise, qu'il prend ses aises, qu'il se lâche.
Tout le passage américain de la caverne fécale repose sur une série d'oppositions. Haut, bas, serré, relâché, triste, joyeux, nature, civilisé. Autant là-haut sur le trottoir ils se tenaient bien les hommes, et strictement, tristement même, autant la perspective d'avoir à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir intimement. En bas, les hommes déboutonnés au milieu de leurs odeurs se trouvent à l'aise dans tout ce débraillage intime. Et Bardamu de nous les montrer en train de bavarder, de fumer, de se taper sur l'épaule dans une franche camaraderie. Une convivialité que tous peuvent partager. La seule obligation, laisser sa constipation au vestiaire. Sinon, on menaçait les constipés de tortures ingénieuses. L'adverbe strictement retrouve chez Céline sa force étymologique et concrète, du latin stringere strictus, serré. Il faut l'entendre stricto sensu. Il fait écho à l'adjectif constipé, constipatus, serré, resserré. Il s'oppose à tous les termes qui connotent un laisser-aller illustré par l'épisode de l'amiral Bracton, nom du bateau sur lequel Bardamu vogue vers l'Afrique et où on se déboutonne éperdument. Vu sous un tel angle, la civilisation n'est qu'un effort dérisoire pour contenir une merde qui lutte pour tout envahir, une merde dont la guerre, la chaleur sont les révélateurs. C'est depuis ce moment où nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoqués, libérés, bien débraillés enfin, leur vraie nature tout comme à la guerre. Étuve tropicale pour instinct tel crapaud et vipère. Ce grouillement des instincts nous l'appellerons la merde. Freud le nomme le das que l'on traduit en ça. Enlevez la cédille, redoublez-le. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent bouffer moi. C'est de la double, remarquez la mère Cézanne, et le ça se fait caca. Au début était la merde ou le ça initial. Au début du voyage est la phrase inaugurale. Ça a débuté comme ça. Et c'est de ce magma informe que jaillit la parole célinienne. Un informulé qui prend forme en se moulant dans les mots. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Surgit du ça, cette parole va déborder des latrines céliniennes pendant près de 500 pages et s'arrêter une fois dégorgée, ou plutôt déféquée, toute la merde du monde. La merde de la guerre, du colonialisme, de l'Amérique, de la banlieue, par un, qu'on n'en parle plus. Nous non plus, nous n'en parlerons plus, et nous conclurons simplement par un mot. Et ce mot, c'est encore Céline, le prophète de l'Apocalypse. Celui qui annonçait la disparition de notre peuple, qui nous le donnera. Nous disparaîtrons corps et âme de ce territoire. De nous, si le mot merde subsiste, ce sera bien joli. La merde ou le mot de la fin. L'ouverture de Madame Bovary. D'entrée, je vous entends vous récrier. L'ouverture de Madame Bovary, dites-vous ? C'est donc de l'incipit que vous allez nous entretenir. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra. Mais cette phrase qui ouvre le roman, nous la connaissons. Nous l'avons découverte avant même de lire ce célèbre bouquin. Notre instituteur nous la donnait en exemple lorsqu'il s'efforçait de nous apprendre la valeur des temps. L'imparfait, temps de la durée, le passé simple, temps du récit, etc. Et pour mieux nous faire retenir la leçon, il la mettait en concurrence avec le vers par lequel La Fontaine débute sa fable Les deux coqs. Deux coqs vivaient en paix, une poule sur 20. Pour être franc, je vous avoue qu'en matière d'incipit, je préfère et de loin La Fontaine à Flaubert. Il parle beaucoup plus à mon imagination. Pour moi, y a pas photo. Car qui pourrait mieux dire le bonheur tranquille de deux célibataires brutalement interrompus par une poule ? La fable Les deux coqs, c'est tout simplement l'intrusion des roses dans un poulailler. Bien sûr, y a pas photo. Mais attention, ne vous laissez pas abuser par la banalité de cette phrase flaubertienne. Nous avons là une platitude voulue, comme la vie que mèneront un médiocre officier de santé et son épouse Emma au romantisme de pacotille. Deux pauvres êtres englués dans l'insignifiance, qui traverseront leur vie assoupis dans une petite ville de province à l'image des élèves de la salle d'études où Charles vient de faire son apparition. Inutile d'ailleurs, de gloser sur cette ouverture, déjà suffisamment commentée par nombre de critiques. Aussi est-ce d'une autre ouverture que je vous parlerai. Une ouverture qu'on ne remarque pas assez car éclipsée par la célébrité de la première. Une ouverture au sens premier du terme, celle-là, comme on en trouve chez notre auteur, une ouverture de la bouche. Oui, de la bouche. Car rien de tel qu'une bonne ouverture de la bouche pour ouvrir un roman, ou à l'inverse, et paradoxalement pour le clore.
Prenons l'éducation sentimentale. À la fin du roman, les aventures parisiennes de Frédéric se terminent sur un étonnant ver blanc. Et Frédéric Béant reconnut sénéchal. Cette béance de la bouche ouvre sur une autre béance, temporelle celle-là de plusieurs années, une sorte de trou noir dans la vie de Frédéric, une ellipse sur laquelle prend appui la phrase qui ouvre les 9 dernières pages et qui nous fait brusquement passer de la jeunesse à l'âge adulte du personnage. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.